Ils s'appellent les frères Gupta. Ils viennent d'une famille modeste du nord de l'Inde et leur père possédait des petites épiceries locales. Ils vivaient correctement et rien ne les présageait à un grand avenir. Mais quand ses fils atteignent l'âge adulte, il a une vision pour eux. L'Afrique, c'est le nouvel Amérique. C'est là-bas qu'il faut aller. Les frères Gupta vont choisir l'Afrique du Sud. Mais pendant 4 ans, ils enchaînent les échecs. Des magasins de chaussures qui ne décollent jamais, des tentatives avortées. Puis, ils se tournent vers l'informatique, candidatent à des appels d'offres pour installer des parcs informatiques dans les écoles et les lycées. Et là, mystérieusement, tout bascule. Ils gagnent contre des géants comme Dell et HP et en quelques années, ils dépassent 100 millions de chiffre d'affaires. Ils comprennent vite que travailler avec les élus, ça paye. Mais contrairement à d'autres, ils vont pas s'arrêter au marché public. Non, ils vont bâtir un plan sur 20 ans pour détourner l'économie du pays. Un pari complètement fou. Ils vont essayer de deviner qui sera le futur président du pays. À la fin des années 90, ils croisent la route d'un homme politique du nom de Jacob Zuma. Ce type, c'est une figure montante du parti de Mandela. Il est vice-président du pays et surtout, c'est un pourri. Zuma reçoit un salaire de fonctionnaire, mais vu tout ce qu'il a enduré pendant l'apartheid, il estime que c'est pas assez. Donc maintenant, il refuse de payer ses impôts, il signe des chèques en bois pour acheter des baraques et il se cherche des amis pour renflouer ses caisses. Voyant ça, les Gupta se disent « Parfait, nous aussi, on veut être son ami. On va le corrompre, mais à une nuance près. Pour l'instant, on ne demande rien en retour. Parce que ce gars-là, il pourrait nous le rendre au centuple. Si on calcule bien, dans 10 ans, le président actuel aura fait 2 mandats. Or, il n'a pas de poulain, et donc Zuma a toutes les chances de lui succéder. Mais attention, il faut qu'on la joue finement, parce que le jour où il arrive au sommet, on voudra pas seulement quelques petites faveurs, on voudra qu'il fasse tout pour nous, qu'il soit notre marionnette pour qu'on puisse détourner des milliards. La question maintenant c'est, comment il pourrait s'assurer d'une telle chose ? Une fois au pouvoir, Zuma, après avoir pris toutes leurs thunes, pourrait très bien les envoyer balader. Et c'est justement là où ils ont eu une idée de génie. L'alignement des intérêts. À votre avis, c'est quoi le meilleur moyen de s'assurer que quelqu'un serve vos intérêts, sans pour autant le mêler directement à vos magouilles ? Vous allez trouver quelqu'un qui compte beaucoup pour lui. Par exemple, son fils préféré, même si c'est un incompétent sans la moindre expérience professionnelle. Ensuite, vous allez le propulser à votre conseil d'administration et lui céder 45% de la holding secrète qui détient tout votre empire. Vous avez versé aucun pot de vin, fait aucune malversation, et pourtant, vous vous êtes assuré un soutien indéfectible. Et le 6 mai 2009, les Gupta ont dû passer une excellente journée. I commit myself to the service of our nation with dedication, commitment, discipline, integrity, hard work and passion. Zuma accède au pouvoir. Leur pari fou a marché. Et tous leurs investissements vont enfin payer. Et leur première cible, ce sont les entreprises publiques. En Afrique du Sud, un peu comme en France, des pans entiers de l'économie sont trustés par des géants. Le transport aérien, les trains ou l'électricité. Ils ont des budgets qui se comptent en milliards. Et pour les Gupta, c'est synonyme de jackpot. Bien sûr, le président contrôle pas tout. Mais il dispose d'un pouvoir unique que les Gupta vont utiliser comme cheval de Troie. Le pouvoir de nomination. Le président nomme ses ministres. Par exemple, celui des entreprises publiques. Ministre qui va lui-même nommer à intervalles réguliers des gens dans les conseils d'administration des sociétés de l'État. Ainsi, par contamination, les Gupta vont un à un faire basculer les boards en leur faveur. Les trains, les avions, l'électricité. Notre petite famille d'épiciers indiens va prendre le contrôle des plus grandes entreprises du pays, dans le plus grand calme, sans que personne ne voie rien. Une fois dans la place, ils mettent en place un racket systématique.
Chaque fournisseur doit désormais surfacturer de 10 ou 20% et exfiltrer la différence sur des comptes secrets à Hong Kong ou à Dubaï. Ils s'en mettent plein les fouilles en oubliant légèrement le concept d'un service public. Leurs trains, ils sont pas entretenus, donc 5 ans plus tard, ils sont tous à l'arrêt. Leurs avions, c'est pareil, ils seront tous vendus et la compagnie fermée. Quant à leur réseau d'électricité, ils le laissent pourrir. Si bien que, même aujourd'hui, il y a toujours des coupures dans le pays, jusqu'à 12 heures par jour. Au Congo, c'est exactement ce qui se passe. Cela a commencé sous Kabila. Des Indiens, des Libanais, des Chinois et des ressortissants d'autres pays africains comme l'Ouganda, le Rwanda, le Kenya, le Nigeria, le Sénégal et l'Afrique du Sud ont pris le contrôle de toutes les entreprises du pays par la corruption et l'infiltration. Ils manipulent l'économie nationale et contrôlent toutes les entreprises congolaises, y compris les entreprises publiques comme Regideso et SNEL. Tout ce que Mobutu a laissé derrière lui, ils se sont alliés pour le détruire, jusqu'à ce que le pays devienne ce qu'il est aujourd'hui. Ce système persiste encore aujourd'hui, bien que Félix Tshisekedi soit le nouveau président. Ils ont volontairement écarté les Congolais autochtones des entreprises et business par la corruption et infiltration, ils ont pris le contrôle des sociétés publiques et les ont sabotées. Le but est de les affaiblir pour les remplacer par des entreprises privées et s'enrichir. Aujourd'hui, la SNEL et la Regideso sont délibérément mises hors service pour pousser à la privatisation. Les comptes à rebours a commencé. Il faudra compter 18 semaines, soit 90 jours ouvrables pour voir la première ampoule s'allumer à l'aide de la centrale solaire que construit la société sud-africaine Megatron Fédéral. En présence de toute la notabilité provinciale, le gouverneur Alex Kandé a officiellement lancé les travaux de cette centrale solaire de 3 MW au site de Megatron. Le délégué de cette firme, Ladi Mukendi, qui a précisé qu'une équipe d'électriciens sans frontières venus de l'Afrique du Sud et de l'Allemagne est à pied d'œuvre pour exécuter ces travaux dans le délai. Cette firme qui a disponibilisé entre autres de matériel 20 000 mètres de câbles va assainir le réseau électrique de Kananga, tel qu'indiqué dans un contrat signé avec la SNEL. Dans son adresse, le gouverneur Alex Kandé, qui reconnaît que le potentiel hydroélectrique de sa province est quasiment inexploité, a indiqué qu'en attendant le projet du barrage de Katende, dont les travaux sont évalués à 59%, ce projet solaire est intermédiaire et il est autorisé par le chef de l'État Joseph Kabila Kabange, mais aussi approuvé par l'Assemblée provinciale. Depuis quelques mois, la ville de Lubumbashi connaît de graves perturbations en fourniture électrique. Des quartiers entiers sont privés d'électricité. Le cas du quartier Lido Golf et Kabulameshi, où il y a coupure toute la journée et le courant est rétabli 2 ou 3 heures seulement pendant la nuit. Au quartier Bel Air, par exemple, c'est depuis plusieurs semaines que l'électricité est devenue une denrée rare. Le centre-ville et d'autres quartiers ne sont pas du reste. Une situation qui met en mal les activités commerciales de plus d'un habitant de Lubumbashi. Par rapport à la SNEL, il y a beaucoup de désagréments, surtout pour ceux qui font les activités. Donc, quand vous amorcez les activités et que vous devez vous appuyer, compter sur la SNEL, vous ne serez que déçus. Parce que si aujourd'hui nous nous reposons sur la SNEL, on ne pourrait pas travailler correctement et les clients aussi vont partir ailleurs. Si certaines personnes ont recours aux groupes électrogènes, cela se fait sentir sur le budget des familles, car il faut du carburant. Aux groupes électrogènes, par rapport à tous ceux-là qui utilisent la dynamo, parce que là il y a beaucoup trop d'entretien, mais avec De même pour les dynamos, où il faut payer un abonnement journalier au propriétaire, qui lui doit aussi payer à son tour de carburant. Pour faire face à toutes ces difficultés, les habitants de Lubumbashi ont trouvé un autre moyen. Il s'agit de l'énergie solaire. Nous allons à la rencontre de Patrick. Lui, dans sa boucherie, il utilise le soleil. C'est quelqu'un qui m'a parlé de ça et je n'ai pas hésité de voir les avantages que cela pouvait nous apporter, notamment dans un pays comme le nôtre aujourd'hui où on connaît vraiment un problème d'électricité. Un nouveau système que les habitants de Lubumbashi adoptent en masse pour faire face aux désagréments habituels de la Société nationale d'électricité. En tout cas, le journée na ngana kinaki na ba endroit oyo eyebana ki na chaki même vidéo na TikTok bomonaki. Kana ngeza salite. Kana ngea na courante et na maite. Lobi population boyebi ngaza ba lobeli ya peuple. Tina kiti bazo yisanga mama. Bomoni courant wana. Tonga na yaki na sala ki vidéo na bi président de la République. To yebi ndenge bakena na makam. So ba yebi ke président oya. Bazong si courant, bazong si mai. Eka fachi beton ke bakati courant.
Soki bobundi kure kota, chute de Katendi, le gouverneur Kamboulou. Kananga, très sale, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de courant. Donc, bah, s'arranger qui n'est président, so ba zong sa courant na mai. Président kei ba kati kananga zongeli molili, azongeli ka ba panneau solaire. L'électricité est disponible, mais on la coupe pour forcer de nombreuses villes à accepter la privatisation, remplacer SNEL par des panneaux solaires et Regideso par du fourrage. Le peuple congolais dit non à la privatisation. L'eau et l'électricité ne sont pas des luxes. L'eau et l'électricité sont des services publics. Savez-vous comment l'Afrique du Sud a résolu ce problème? Ils ont licencié tout le monde dans le secteur et embauché de nouvelles personnes compétentes. Le Congo n'enrichira pas les Chinois, les Libanais, les Indiens et les autres Africains pendant que nous nous appauvrissons et les laissons contrôler notre économie. Bienvenue à Libanda, le mouvement des jeunes Congolais radicaux.